Eh bien, je vous propose que nous poursuivions ce travail du séminaire Limancheville après la longue et belle évocation des mythes de Caïn et Abel, du récit biblique jusqu'à la littérature la plus contemporaine par notre ami Gabriel. Nous allons poursuivre avec Gérard. Je vais aussi rendre un petit signe amical à notre ami Seb. Merci de votre présence. Et nous allons poursuivre. Alors là, c'est vrai que c'est sans doute un peu inattendu de croiser ce mythe de Caïn et Abel avec un détail quand même aujourd'hui un peu important, enfin en tout cas qui s'impose dans nombre de débats sur la question finalement du genre. Et ce prolongement, on a commencé à le faire avec Gérard et la lecture notamment de Carol Gilligan, qui font une penseuse américaine avec Judith Butler, qui ont mis en avant cette théorie du genre, et puis derrière tout ça aussi la théorie du care, etc. Et voilà, qui est également une thématique importante. Donc, comment faire le lien entre ce mythe de Caïn et Abel, deux hommes quand même dans le récit biblique, avec une approche plus genrée. Tout à l'heure, Gérard, vous avez évoqué déjà une féminisation d'Abel. Eh bien, écoutez, on vous écoute à ce sujet. On était arrivé à cette idée, donc, comment ça se gère, comment ça se... Tout à l'heure, c'est la question qu'a posée Gabriel, comment ça se négocie, cette volonté meurtrière du frère ou de la sœur, alors que le complexe d'Oedipe freudien, Freud disait, ça vole en éclats au moment du complexe de castration, qui, à mon avis, joue un rôle important d'ailleurs dans la gestion de ce complexe. Et j'avais avancé, ça n'a pas fait beaucoup de bel effet, j'avais dit la solution du problème, une des manières dont l'humanité cherche à gérer cette violence et cette rivalité des frères et des sœurs, c'est la scène politique. C'est sur la scène politique que les choses se jouent. Et dans la scène politique, j'inclus la religion, qui fait partie de la scène politique. Alors, et c'est à ce moment-là aussi qu'est apparu, vous savez, comment les idées, comme dans une séance, il y a une espèce d'association où les idées s'attirent les unes les autres. C'est pour ça que je pousse à ce qu'il y ait comme ça une espèce de liberté des choses. Elles s'attirent, l'une attire l'autre. Et donc, une des questions qui s'était posée, c'était la question: comment est-ce que les femmes, le féminin, gèrent le complexe de Caïn? Et elles ne le gèrent pas comme les hommes. Encore une fois, nous sommes sous l'égide de cette belle phrase de Lacan, Jacques, et pas Thibaut, qui est présent. Et il disait, ce qui caractérise le discours féminin, c'est qu'elle n'est pas toute. On est toujours dans le particulier, on n'est pas dans l'universel, et je vais rapprocher d'ailleurs ce particulier à la dimension, c'est pour ça que le judaïsme a provoqué un anti-judaïsme depuis pas mal de siècles, à cause de ce caractère féminin du judaïsme, puisque le judaïsme se veut particulier, alors que les deux autres religions monothéistes, elles veulent être universelles. Alors, ceci nous a emmenés comme ça à la rencontre du ciel, au cours d'un colloque qui s'est tenu dans le cartel constituant, à se tourner vers cette littérature féminine. Et je dois avouer que je suis plongé depuis quelques mois, et j'en suis... c'est vraiment une révélation pour moi. C'est un enrichissement considérable, et en particulier, une lecture que j'ai faite, c'est le propos de Virginia Woolf, une chambre à soi. Cette lecture de Virginia Woolf, ça fait quand même lire ce petit bouquin sur cette vieux chambre, ce que vous voulez. Si on le lit vraiment ça nous secoue, nous les mecs. Il y a quelque chose qui bouge. C'est vrai. Et le petit bon Dieu des psychanalystes me met aussi sur une piste de cette Madame Carol Gilligan. Je rappelle comment je l'ai connue, par un interview qu'elle a donné
dans l'excellent journal israélien Haaretz, dans lequel elle critique la manière dont les Israéliens aujourd'hui ont répondu aux actes terroristes du 7 octobre. Elle a dit c'est pas comme ça qu'on répond, c'est pas une réponse, c'est de la barbarie. Bon, j'ai dit tiens, j'ai dit celle-là. Et donc j'ai procuré son livre, je dois avouer, c'est une lecture, et on a consacré la dernière séance avec Marc ici présent, qui a lu ce livre. Et c'est ce livre-là, Carol Gilligan, Une voix différente, la morale entre les sectes. Cette femme que j'ai rencontrée, comme ça, dans une librairie il y a pas longtemps, c'est une dame de 88 ans, mariée, 3 enfants, dès qu'elle dit 3 phrases, il faut qu'elle parle de son mari, mais c'est pas du tout. Et de ses enfants, de ses petits-enfants, on est dans un cadre habituel, quoi. Je veux dire, c'est pas une militante qui défile dans les rues, ah. Et donc elle s'est aperçue qu'en faisant... il faut savoir, quand la dernière fois Marc a présenté ce livre, je n'avais lu qu'une moitié du livre, donc aujourd'hui je vais compléter assez brièvement. Donc nous sommes en Amérique, donc il y a tout un autre univers que nous, auquel on n'est pas forcément familier, on n'est pas dans la dimension analytique. Elle travaille avec des enquêtes auprès de personnes en grand nombre et des interrogatoires, on appelle ça, des entretiens très très poussés, ce qu'elle appelle l'écoute totale. Et à partir de là, elle fait une analyse, elle, ou avec ses élèves, avec... Ses références sont les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire Freud. Elle lui rend un grand hommage, d'ailleurs, dans un de ses livres, en disant, elle se réfère déjà à un premier livre de Freud qui s'appelle Études sur l'hystérie. Elle dit, vous devriez prendre comme exemple comment Freud travaille dans l'étude sur l'hystérie. Il s'est trompé, il dit, je me suis trompé. Il fait ça. Alors, donc, elle est très... Son mari est psychiatre, d'ailleurs, psychanalyste, je sais pas, bon, bref. Elle a découvert que il y a son boss qui s'appelait Laurence, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus son nom, qui travaillait avec ce qu'il appelle un dilemme. On pose aux gens un dilemme. Voilà. Votre femme est malade, c'est un homme, votre femme est malade, il y a un médicament qui coûte très cher, le pharmacien dit si vous ne le payez pas, je ne vous le donne pas, qu'est-ce que vous faites? Alors les garçons ont une réponse, et c'est pour ça que les femmes n'ont pas la même réponse. Voilà. Et elle caractérise ça en disant l'homme est toujours un peu dans la rupture, alors que les femmes, elles essayent de contextualiser les choses. Et donc, la morale aurait un sexe. Les femmes ne raisonnent pas comme les hommes. Et elle dit tous les tests que fait Piaget, les études des uns et des autres, de Freud, etc., ne se sont intéressés qu'au discours masculin. Il y aurait une voix, ce qu'elle appelle la voix féminine. Qu'est-ce qu'elle appelle dans ce livre, cette voix différente, que les femmes n'osent pas tenir, parce que si elle parle, tu la fermes, hein. Et à un certain point. Et voilà, ça c'était, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est ce livre, à mon avis, que, du point de vue des cliniques, du point de vue des cliniciens, freudiens, lacaniens, tout ce que vous voulez, gagnerait à le lire, parce que ça ouvre quand même des perspectives qui nous... La deuxième partie, alors, un des thèmes essentiels sur lesquels elle travaille, c'est la question de l'avortement et de la pilule aussi. Elle part de Freud. C'est quand même intéressant de voir qu'elle part de Freud, elle ne part pas d'ailleurs. Et Freud a dit, et elle est d'accord avec lui, elle part de cette constatation que dans l'histoire de l'Occident, eh bien, les femmes n'ont pas produit tellement d'œuvres culturelles. Oh, il y a Madame la sœur Mendelssohn qui a écrit 3 sonates, enfin par rapport à Brahms, à Bach, à tout ça. Peu. À quoi c'est dû? Freud l'a dit, et elle reprend, elle dit qu'il avait raison. C'est parce que
de sa position dans la sexualité et dans la procréation, les femmes elles sont passives, elles sont tenues, non pas. Alors, l'émergence de cette liberté de l'avortement et de la pilule, moi, je n'avais pas saisi la dimension de cela. La question de l'avortement, c'est pas l'avortement. La question de l'avortement, c'est qu'on peut avorter. C'est pas forcément, allez-y, avorter, hein, non, pas que j'ai pas toujours dit ça. La question de l'avortement va poser la question de la liberté des femmes, la liberté du choix. Et qui dit liberté du choix, dit aussi responsabilité. Quand une femme est enceinte, qu'elle avait un gosse, etc., et dans le cadre familial d'autrefois, elle n'avait pas le choix, mais c'était comme ça. Et aussi, elle découvre, dit-elle, la responsabilité, ce qu'elle appelle le care. Alors ce mot, beaucoup de mots chez elle n'ont pas le sens que nous avons l'habitude d'employer. Si bien que le traducteur a pris soin souvent de mettre le mot anglais, care. Avec l'existence, qui est remise en question d'ailleurs constamment, par exemple, aux États-Unis, dans certains États aujourd'hui. Elle en parle. Donc la dimension, la subjectivité féminine est complètement bouleversée, changée, par l'apparition de cette possibilité du choix, et donc de la responsabilité. Pas seulement vis-à-vis de l'humanité, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Après tout, elle dit le care, donc prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de soi-même. Elle développe ça. Et donc cette position féminine, classiquement freudienne, que la femme est passive, eh bien, c'est plus le cas. Ou c'est plus. Ça peut ne pas mieux être le cas. Je dois avouer qu'en tant que mec, je n'avais pas saisi, moi, le mot l'avortement. Non, ça va très loin. C'est une révolution métaphysique, on pourrait dire. Une révolution psychique, toute la société. Les femmes n'ont plus la même place qu'elles avaient avant. Et c'est pour ça qu'il y a cette voie différente dont qu'elle a beaucoup développé dans ce livre, qui est un livre mondialement connu. Hein. Et donc un jour, j'étais dans le métro, je disais ça. Et là, il y a une dame à côté de moi, je dis, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, j'ai vu sur votre couverture, il y a Madame Brugère. Je dis, alors, elle m'a dit, c'est ma prof. Et je lui dis, elle m'a dit, ah, c'est une femme extraordinaire, elle a travaillé sur Carole Gilligan, qui était à Paris il n'y a pas longtemps, etc., qui a beaucoup d'élèves, si vous voulez, dans l'université française. Bon, elle raconte que la psychologie féminine, jusque-là, était marquée par le désir de plaire, d'où le maquillage, d'où ça, tout ce que Joanne Rivière, la psychanalyste kleinienne, avait parlé de la mascarade. Désir de plaire afin d'être aimé en retour. Si en échange je suis jolie, je suis ça, mais en échange, il faut être aimé. Si on n'est pas aimé, les hommes aussi, hein, s'ils n'ont pas aimé, ils crèvent. Sauf que, si on veut se libérer de cette position féminine, de passivité, de vouloir plaire, etc., la rupture, c'est la crise. Ce qui est marrant, c'est que les auteurs qu'elle cite, parce qu'elle cite beaucoup d'auteurs, d'écrivains, de cinéastes aussi, nous allons en parler, c'est la crise. Une femme qui voulait assumer au XIXe siècle sa position, eh bien, c'est la crise. C'était, alors, qui en a le mieux illustré ça? C'est Ibsen, avec sa maison de poupée. Nora, quand elle dit genre, ça suffit, il faut qu'elle casse tout, elle casse la maison de Sarah, quitte la maison. La maison de poupée d'Ibsen est une des plus belles œuvres sur cette crise du féminin au XIXe siècle.
Je ne vais pas trop m'attarder sur ce livre, que je vous invite, ceux qui veulent. Les émissions de France Culture ne sauraient suffire de se taper le livre soi-même. Parce que beaucoup de gens croient qu'en écoutant une émission à France Culture sur Gilligan, ça va. Eh bien, c'est pas comme la lecture. Comme disait un talmudiste, relire 100 fois une page, 101 fois, c'est pas comme l'avoir lu 100 fois. Donc là, rien ne remplace la lecture directe. L'émission, c'est très bien, la lecture directe, c'est pas vrai. Il y a une des phrases dans ce livre que je voudrais quand même, qui moi, comme ça, marque. J'aimerais que vous remplaciez le jugement par la curiosité. Avant de juger, mettez-vous au courant. Dites pas à X, Y, ah, j'aime pas. Vous pouvez ne pas aimer, mais lisez-le d'abord. Ou alors ne dites pas que vous ne l'aimez pas. Et c'est général. Je vous avais dit, quand j'avais lu Marx Assoulien, dès les premières pages, moi qui suis quand même un peu teinté de Talmud et de toutes ces belles choses, je parle du vrai judaïsme, je ne parle pas de ce qu'on nous vend aujourd'hui sur la rubrique sionisme. Rien à voir. Je me suis dit, il y a du judaïsme là-dedans. Et voilà que, quand je suis arrivé à la fin, j'ai eu la confirmation. Et elle dit la chose suivante. Qu'est-ce que je veux au fond? Elle dit ma position philosophique a une base épistémologique sous-jacente. Et qu'est-ce que c'est? Jusque-là, l'Occident était fondé sur l'idéal grec de la connaissance qui devait être une correspondance entre l'esprit et la forme. Elle repose maintenant sur la conception biblique de la connaissance qu'il a définie comme un processus de relation humaine. Remplacer cette connaissance formelle par une connaissance de la relation humaine. Humaine, tous humains, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes tous la même espèce humaine. D'accord ? Et c'est pour ça que la position qu'elle a prise, elle et d'autres féministes américaines, sur les questions d'actualité sur lesquelles je ne vais pas revenir. Alors, j'en viens à... J'en viens à quoi? Le concept d'identité inclut l'expérience de l'interdépendance. C'est presque un peu aussi aristotélicien, ça, nous sommes des animaux sociaux. Mon identité, oui, ton identité, elle dépend de l'interdépendance des identités. Il n'y a pas d'essentialisation de l'identité. J'étais en cours de lire ce livre et je l'ai perdu. Comment les choses avancent dans la vie, je me dis ça continue. Je ne retrouve plus mon livre et je voulais le terminer quand même. Donc, comme j'étais pressé, je vais sur Amazon, je cherche Gilligan, la voix humaine, j'appuie. Et j'achète le livre. Je commence à lire, mais je dis, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et bien, c'est comme ça que j'ai appris l'existence d'un autre livre qui venait de paraître, qui est apparu en traduction il y a quelques semaines. C'est pour cela qu'elle était à Paris, invitée par son éditeur pour présenter. Et dans ce nouveau livre, qui s'appelle donc La voix humaine, c'est une autocritique de ce qu'elle disait 40 ans auparavant. Elle a dit, il y a 40 ans, depuis j'ai quand même, je rappelle qu'elle a 88 ans, mais alors, moi j'aimerais bien tenir jusqu'à 88 dans cet état, hein. Là je suis preneur. Physiquement nickel, et l'esprit, pas un pli. Bon. Et elle dit, je me suis trompé. Cette voix différente dont je parlais n'est pas une voix féminine. C'est quoi alors? C'est une voix humaine. C'est la voix humaine. Et c'est la même chez les hommes et chez les femmes. Il y a en chacun de nous une voix à laquelle, à un moment donné, on est obligé de renoncer. Vous savez, moi je n'avais pas lu ça depuis le début de ma pratique, peut-être aussi parce que là, quand je lisais,
on est patient. Écoutez, vous avez en vous une petite voix. Écoutez-la. C'est comme ça que j'ai fait mon chemin d'ailleurs. Alors, cette voix qui est en chacun de nous au départ, parce qu'il faut qu'on nous sommes, nous sommes pareils, on n'est pas, on devient homme et femme par la suite, mais au départ, on est des êtres humains, tout simplement. Elle a introduit un concept. Elle a cliqué aussi, ne nous éclaire pas, le mot va pas, elle appelle ça initiation. Rien à voir avec l'initiation, au sens que vous l'entendez. L'initiation, c'est le moment où on renonce, où on est obligé de taire cette voix intérieure. À un certain moment, on dit au garçon, il faut que tu deviennes un homme. Hein? Donc il faut que tu sois courageux, tu pleures pas, etc. Pas toutes les conneries qu'on peut raconter à un petit garçon. Et quant à la fille, on lui dit aussi tout le discours, il faut être gentil. Elle dit, on introduit les êtres humains dans cette dichotomie du genre. Et alors elle critique la question du genre. Elle dit que cette invention du genre est une invention qu'elle appelle patriarcale. C'est ce système patriarcal, c'est-à-dire de domination caïnique de label féminin, qu'elle appelle le patriarcat. Moi j'ai dit, pourquoi l'appeler patriarcat? Vous devriez l'appeler masculinité. Non, mais non, je ne peux pas patriarcat. Non, d'accord. Donc, puisque nous travaillons quand même par des voies différentes sur l'origine de la violence. Bon, nous avons beaucoup parlé sur l'origine avec ces questions du double, du frère et tout ça. Et Carol Gilligan introduit une autre cause. C'est le fait que cette voie-là, on l'a fait taire. Il faut que tu montres que tu es un homme, mec. Donc colle. À l'école, quoi, un enfant t'a frappé, ben tu le frappes encore plus fort. On entend ça souvent chez les parents. Pas chez tous, d'accord. Mais chez vous, quand même. Et donc elle va s'appuyer sur une série de textes. Et l'un d'entre eux, que j'aime beaucoup, c'est ce conte d'Andersen, dont on va citer le titre. Les habits neufs de l'empereur. Les habits neufs de l'empereur. Vous savez, vous connaissez toute l'histoire. Cet empereur, il y a un tailleur qui vient le voir, qui dit, je vais vous faire un habit absolument magnifique, mais ça va vous coûter cher. Hein. Il fait un habit magnifique, bon, il y avait un accord, il lui fait un habit magnifique, il prend les mesures, et tout, il l'habille, en fait il est nu. Et tous les courtisans, on voit bien aujourd'hui en politique comment les courtisans peuvent dire au roi qu'il est beau. Tous les courtisans, ils disent, qu'est-ce qu'il est beau votre habit, et puis, alors vous devrez aller défiler dans la rue, que le peuple vous voit dans cette magnifique attirail. Tout le monde, sire, hein, et puis un petit gamin. Mais il dit, mais le roi il est nu. Le roi il fait des conneries. Et donc ce thème du roi est nu, c'est précisément cette voix qu'on a fait étouffer, qui fait qu'on dit, oh qu'il est beau ton habit, hein. Qu'est-ce que tu es intelligent, sire. Tu es nu. C'est le petit garçon qui dit ça, parce qu'il n'a pas encore fait son initiation, ce qu'elle appelle l'initiation, c'est-à-dire le renoncement. Et donc l'initiation, telle qu'elle est définie, c'est le moment de bascule où le sujet met cette petite voix intérieure en arrière, il ne l'écoute plus. Cliniquement, moi je veux dire, ça m'éclaire beaucoup, par exemple, sur la clinique des obsessionnels. C'est un des traits que j'ai observé souvent chez les obsessionnels, le rapport qu'ils ont avec l'être aimé. La femme aimée, bah. C'est vrai, obsessionnel, c'est souvent des hommes, mais bon, il y a aussi des femmes. Combien de fois on voit que des gens, ils ont honte d'exposer la femme qu'ils aiment. Et elle emploie cette expression, ils ont mis leur amour dans un coffre-fort. Ils se sont blindés contre leur amour.
me souviens comment Lacan il a essayé de démolir mon blindage. Je peux vous dire que j'ai connu ça. Et je l'ai observé. Et donc, comment voilà, elle s'appuie sur des films. C'est ça qui est intéressant, cette femme vous fait lire des livres que vous n'avez peut-être pas lus, ou que vous avez lus, des films. Elle aime beaucoup le cinéma, qui est quand même un des grands arts du XXe siècle, quand même, un des plus grands. Et elle cite plusieurs films, dont l'un qui s'appelle Phantom of Trend. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Sophie l'a vu. Vous pouvez le voir encore. Il va le retirer de la plateforme Netflix. C'est joué par un acteur absolument extraordinaire qui s'appelle Daniel Day-Lewis. C'est un grand couturier. C'est génial. Elle aussi, elle est extraordinaire. Ils sont tous extraordinaires. Mais au début, il est seul. C'est un grand couturier obsessionnel dans les détails, les machins. Il ne faut pas que le truc soit là et pas là. Et quand même, il va tomber amoureux des femmes. Mais, pas m'emmerder, hein. Les croissants, ça se met là, machin. Quand il y a une histoire parce qu'elle tartine son beurre en faisant du bruit. Ah, vous l'avez vu alors? Oui. Elle veut qu'il l'aime. Elle sait qu'il l'aime. Et lui, j'en ai marre de cette femme, il dit à sa sœur, il faut la virer, quoi, etc. Et elle a un stratagème diabolique pour briser son coffre-fort blindé. Elle va chercher dans les bois des champignons toxiques à petite dose et elle en met dans le thé de son mari. Et il tombe évidemment gravement malade. Elle le soigne et c'est ainsi que son blindage s'est ouvert et qu'il accepte d'aimer une femme. D'ailleurs, Freud déjà était sur cette piste. Il disait, et les hommes vis-à-vis, quand une femme rencontre l'être aimé, tout de suite il dit je prends. Et l'homme il dit ah ouais d'accord, j'ai rien vu, il est un peu étouffante, un peu chiant, etc. Je me rappelle une présentation de Lacan, il disait il m'emmerde, qu'est-ce qu'elle veut? Alors il répond, elle veut que vous soyez un peu quelqu'un qui est en train de vous casser un peu le coffre-fort, vous êtes enfermé, vous allez enfermer. Elle cite d'autres films, en particulier un qui s'appelle Black Clan, de la metteur en scène noir, dont l'inter-héros est juif. Et c'est le juif qui est là, le noir. Et il dit, qu'est-ce que tu en as à foutre, toi? Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Il dit, parce que nous sommes deux êtres humains, ce qui t'arrive de mal, ça me concerne. Et elle rend hommage, je ne sais plus comment il s'appelle ce metteur en scène noir, qui a eu ce geste comme metteur en scène, je trouve ça. Alors, Kiligan a été un jour à Jérusalem faire des cours. Elle fait des cours partout. Donc à Jérusalem, il y a une femme qui lui parle, elle ne parle pas l'hébreu. Et elle lui parle de l'expression qui se trouve dans la Genèse 3, je crois. 2 ou 3. Qui est, si vous prenez les traductions classiques, toutes les traductions, ils ne savent pas traduire ça. Ils sont emmerdés. D'ailleurs, Lacan, à l'époque, s'est beaucoup arrêté sur cette expression. Dans la Bible, donc dans la Torah, dans le Bereshit, on dit « Bara otam ezer kenegdo ». Il la créa, ezer, c'est une aide, kenegdo, contre lui. Comment ça, une aide contre lui, etc. L'aide qu'une femme apporte à l'homme, c'est contre lui. Par exemple, dans le film qu'on vient de raconter, elle empoisonne pour l'amener à révéler son humanité. Donc elle a tout un chapitre sur Ève, ce personnage d'Ève. Elle est émerveillée que ce texte, c'est pas une religieuse. Donc ce texte a été écrit, comment se fait-il qu'il y a 3 ou 4 000 ans, quelqu'un ait glissé dans ce texte cette dimension, on pourrait dire féministe, de Ezer Kenegdo. Elle garde cette
expression tout le temps, parce qu'au fond, elle n'est pas traduisible, c'est quoi? Une aide contre soi, il veut dire quoi? Vous ne comprenez rien. Alors, si vous prenez le cycle second, la traduction de second, il faudrait voir ce que dit la Bible de Jérusalem là-dessus. Comment on traduit ce Ezer Kenegdo? La femme est une aide contre l'homme. Il faut qu'elle lui tape dessus pour le rendre un peu humain, quoi. Ce qui semble être, peut apparaître une hostilité. Et en fait, c'est pas une hostilité, c'est comme elle le fait advenir à cette autre voie qu'il a perdue. C'est quand même assez beau, non? C'est à lire, ça, non? Bon, vous verrez si vous voulez. En plus, c'est plein de commentaires de films, commentaires de livres, etc. C'est léger, etc. Donc, dans la relation du couple, il y a cette dimension que la femme aide l'homme en lui faisant des problèmes. Moi, je ne supportais pas ça, hein. Personne ne supporte ça. Chez les Freudiens, on dirait elle castre. La castration, chez Freud, c'est pas du tout péjoratif. C'est ce qui permet au sujet d'accéder à l'être, en quelque sorte. Qu'il devienne lui-même. Je voudrais faire un petit peu le point avant que vous partiez en vacances sur la situation de cette association IJH qui a été un grand voyage intellectuel pour chacun, pour moi en tout cas, et pour d'autres, je sais, puisqu'ils m'ont confié. Nous avons, à la dernière réunion de septembre, il y a eu des voix qui sont exprimées en disant ça suffit, on arrête, c'était bien, sympa, vous avez su donner la parole aux uns et aux autres, vous n'avez pas monopolisé les choses, au contraire, ouais, merci. Et qui veulent que ça s'arrête. Et moi, je trouve qu'un truc qui marche bien, pourquoi l'arrêter? Nous avons sur le plan, sur la table de travail des choses qui sont posées sur ce que nous avons commencé et sur cette réflexion. Tout à l'heure, on a évoqué Kelsen, par exemple, sur la question donc, du rapport du droit et de la morale et de la clinique, hein, pour les uns et pour les autres différents. Donc, personnellement, mais je commence à lire, bien que la Providence m'accorde un état physique correct, j'aimerais que ça continue. Donc il y a des gens qui sont fatigués, qui veulent s'en aller. Je leur souhaite le meilleur. Donc nous allons réunir, une réunion a été prévue, il ne faut pas que vous soyez surpris. Quel est l'objet du débat de cette réunion? C'est que nous allons décider, on continue. Il y en a qui veulent continuer, il y en a qui ne veulent pas continuer. Donc, ça dépend du nombre de ceux qui veulent continuer. Ceux qui ne veulent pas continuer, je leur souhaite le meilleur. Alors, ceux qui veulent continuer, comme ils ont. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je trouve que ça suffit comme ça.